Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Donc vous voyez, la plus grande prudence devrait être de mise. Mais voilà, on est fin 19e siècle. Les musées européens sont tous en concurrence, les uns avec les autres. Ils se jalousent. Chacun veut à tout prix attirer le plus de visiteurs possible, au moyen de collections somptueuses. Vogel et Szymanski ont prévenu la Ferrière que si le Louvre décline l'offre, ils iront proposer ces pièces exceptionnelles au British Museum. Donc le temps presse. Ça, c'est le grand truc des vendeurs, du mauvais vendeur. Vraiment, vous avez 2 secondes. Si au-delà des 2 secondes, vous n'avez pas réfléchi, vous avez ça sur Internet. Attention, il ne reste plus qu'une pièce, et après, il n'y en aura plus jamais, etc. Vous ne faites pas avoir, c'est tellement facile. Si le musée du Louvre, en tout cas, veut acheter la tiare, il doit le faire maintenant. Or, Salomon Reinach est, encore une fois, le seul parmi les 16 spécialistes présents ce jour-là à émettre une opinion défavorable. Mais si la tiare lui inspire pas confiance, il préfère s'incliner et il va se ranger à l'opinion majoritaire. Là encore, c'est un effet psychologique très intéressant qui est étudié. Comment est-ce qu'on peut se ranger du côté majoritaire pour pas en prendre plein la tête. Ça, c'est difficile d'être un saumon, d'aller à contre-courant. Pas facile. Et du coup... Il faut savoir qu'il vient de poser pour la 2e fois sa candidature à l'Institut de France. Et donc, pour être élu, faut le comprendre, il doit avoir le soutien de ses collègues haut placés. Donc, c'est pas le moment de se les mettre à dos, en jouant les rabat-joie, en dénigrant le chef-d'œuvre. Et si la tiare en plus est authentique, et que c'est le British Museum qui l'achète, alors là, c'est terminé, imaginez, il peut dire adieu à sa carrière académique. En plus, lui aussi, il est pressé parce que son bateau part dans 48 heures. Il ravale donc ses objections, il se rallie à l'avis général, la tiare et le collier sont déclarés authentiques à l'unanimité. Le Conseil des musées ratifie donc l'achat dès le lendemain pour une somme de 200 000 francs or, dont 150 000 rien que pour la tiare. C'est une somme considérable, équivalent à plus d'1 an de salaire d'un conservateur. Mais en plus, l'institution ne dispose pas d'une telle somme. Alors, c'est Théodore Reinach et Édouard Corroyer qui vont avancer les fonds. C'est un mécanisme d'ailleurs qui n'a absolument rien d'exceptionnel pour l'époque. Si le Louvre est maître du choix de ses acquisitions, elles ne lui sont remboursées par le Trésor qu'une fois qu'elles sont officiellement entrées dans les collections muséales. Et donc, le 1er avril, ça s'invente pas, Héron de Villefausse, fier comme un coq, présente la tiare de Saïta-Fernès à l'Académie des inscriptions qui la publie aussitôt dans ses comptes rendus. Malheureusement pour tous ces brillants scientifiques, les ennuis ne vont pas tarder à leur pleuvoir sur la tête. Le 1er mai, c'est-à-dire 1 mois à peine après la présentation de la tiare au milieu académique, Étienne Michon, historien d'art et membre de la Société des antiquaires de France, qui a son siège au Louvre, fait part, lui, de ses doutes quant à l'authenticité du couvre-chef de Saïta-Fernès. Donc il publie un article dans la Gazette des Beaux-Arts où il expose ses arguments. Le 4, Robert von Schneider, professeur d'archéologie classique à l'université de Vienne, futur directeur du Kunsthistorisches Museum, informe le Louvre qu'il avait été contacté au début de l'année par Vogel et Szymanski, mais qu'il les avait virés. 2 jours plus tard, le directeur de la Glyptothèque de Munich, Adolf Furtwängler, écrit une lettre à Reinach où il lui fait part de son opinion à propos de la tiare. Pour lui, pas de doute, elle est archi-fausse. Mais Reinach accueille sa missive de façon hostile, parce qu'il doute de l'objectivité de son collègue. Il faut savoir qu'il y a une 12aine d'années, ces 2-là se sont heurtés, on va dire, à propos de l'acquisition par le musée de Berlin d'une série de terres cuites en provenance d'Asie mineure. Reinach avait démontré qu'elles étaient fausses et Furtwängler avait humblement reconnu son erreur. Les pièces litigieuses avaient été promptement retirées des vitrines. Reinach ne voit donc dans la lettre de Furtwängler qu'une occasion de se venger. Mais le 12 mai, Reinach reçoit une 2e lettre qui cette fois émane du comte Michel Tyszkiewicz, qui l'informe, le fameux que j'ai du mal à prononcer, donc Tyszkiewicz, qui l'informe que des marchands lui ont proposé une tiare et un collier, toujours en provenance d'Olbia. Mais maintenant, comme c'est un homme devenu avisé, il a flairé l'imposture et il les a envoyés balader. Mais il n'a pas oublié que quelque temps auparavant, il avait, je vous souvenez, acheté plusieurs objets qui provenaient de la même région, qui donc étaient des faux.
Un homme averti en vaut deux, cette déconvenue lui avait servi de leçon. En plus, ça lui avait semblé étrange qu'une découverte si exceptionnelle, qu'une couronne et des bijoux en or aient pu rester secrètes, et surtout que le prétendu tombeau de ce roi Sith n'ait pas livré un plus grand nombre d'objets de même valeur. Enfin, ces objets présentaient une ressemblance frappante avec la tiare de Saïta Fernès. Ça ne peut pas être une coïncidence. Il a donc pris la plume pour avertir Salomon Reinach. Ce dernier fait la sourde oreille, mais d'autres témoignages vont venir mettre singulièrement en doute l'authenticité de la tiare du Louvre. Le 27 juin, le Petit Journal publie une note d'un professeur de Saint-Pétersbourg, Nikolai Veselovski, archéologue et orientaliste, qui est l'un des premiers à avoir découvert des tumulus scythes. Il a donc eu, lui, l'occasion d'avoir entre les mains d'authentiques objets scythes. Et il est formel, la tiare de Saïta Fernès est un faux de facture récente, comme on en voit circuler beaucoup dans la région. Furieux, Héron de Villefausse lui répond par voie de presse que c'est pas parce qu'un objet provient des environs d'une région réputée pour ses faux qu'il est forcément moderne, et donc il accorde le bénéfice du doute à sa tiare. Le débat est en train de monter d'un ton. En août, Furtwängler, qui est quand même vexé de ne pas avoir eu de réponse à sa lettre du mois de mai, réitère ses attaques, mais cette fois dans la revue Cosmopolis, où il expose ses arguments. D'abord, il y a des problèmes stylistiques. La tiare de Saïta Fernès présente des styles radicalement différents qui se sont développés à des époques éloignées les unes des autres. Il relève aussi quelques erreurs dans les motifs, comme par exemple un vase de type trophée servant d'urne funéraire ou une marmite scythe qui n'a rien à faire dans une scène homérique. Il pointe aussi l'absence de patine et l'état quasi parfait de l'objet. Alors c'est vrai, elle est affectée par quelques bosses, mais comme par hasard, ces chocs sont situés sur les bordures, dans des zones où il n'y a pas de décor. Et justement, en parlant de décor, il a retrouvé les mêmes scènes sur d'autres objets connus. Cette coïncidence est quand même plus que troublante. Dans le même temps et pour les mêmes raisons, il met en cause l'authenticité du collier et des pendants d'oreilles. Quant à l'inscription, il s'étonne qu'elle ait été rédigée dans un style utilisé uniquement pour l'art lapidaire, généralement différent de celui employé pour les objets en métal. Donc il ne croit pas du tout à l'histoire qu'elle raconte. Selon lui, un guerrier scythe qui passe sa vie à cheval préférerait largement recevoir de l'or sous forme de monnaie, qui peut être facilement transportée justement dans une bourse, plutôt qu'un chapeau lourd, encombrant, fragile, et évidemment peu pratique, voire pas du tout pratique à porter.